Bonjour la famille, donc là, on est de retour pour la suite de notre vidéo. J'espère que vous êtes prêtes et que vous avez hâte de voir la suite. Donc on y va, on voit la suite de la vidéo. Allez. De rupture et vous avez parlé de révolution. Donc là, on peut parler d'opportunités. Donc quelles sont les opportunités qui peuvent découler en fait? Alors, je n'ai pas envie d'être faussement optimiste. Parce qu'il y a beaucoup de discours optimistes autour du digital. Vous savez, je vais faire juste une petite parenthèse qui me tient à cœur. C'est le start-uping, Oui. qui est très lié au contexte actuel, qui est le contexte digital. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a beaucoup de faux espoirs autour du start-uping, surtout dans nos écosystèmes africains. Vous voyez tout le buzz qu'il y a autour des investissements, des concours autour des startups, etc. Faites un tour dans ces concours-là et essayez juste de poser aux questions aux jeunes en leur disant, vous baignez dans un contexte digital, ça veut dire quoi le digital? Ou vous êtes en train de monter une startup, c'est quoi une startup? Tu te rendras compte qu'il y a beaucoup de faux espoirs qui sont créés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais moi je pense que avant de parler, on va dire, opportunité, il faut qu'on soit conscient de la difficulté de la tâche qui nous attend. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Le digital rend des choses possibles, des choses impossibles avant qu'ils deviennent possibles, mais ça ne veut pas dire que ces choses sont faciles. D'accord? Il faut, je pense que vous avez un public très jeune, il faut très tôt qu'on fasse comprendre à tous les jeunes qu'ils sont dans un monde du possible. Mais le monde du possible ne veut pas dire le monde de la facilité. Et dans ce monde du possible-là, ce qui ouvre la porte de toutes les opportunités, et je pense qu'il a ouvert dans tous les siècles précédents, c'est l'accès à l'intelligence. Je pense que la compétence, effectivement, posée sur le monde du numérique, peut être source d'opportunités. Par contre, on va dire, sans cette recherche de compétences-là, on ne peut pas parler d'opportunités. D'accord? Effectivement, des portes sont ouvertes, peuvent être ouvertes. Je disais tout à l'heure que vous avez la capacité aujourd'hui de regarder un cours de Stanford, mais il faut que vous preniez la décision de ne pas aller sur TikTok pour faire certaines vidéos et de vous concentrer pendant 4 heures pour comprendre un cours de Stanford et en tirer quelque chose. Donc, il y a énormément d'opportunités pour les gens qui ont envie de se sacrifier. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut apprendre à la jeunesse, c'est d'avoir envie de se sacrifier parce qu'il y a des challenges devant et d'utiliser ces sacrifices-là pour tirer des opportunités digitales. Je reviens à votre question, quelles sont les opportunités? Elles sont énormes. J'ai donné l'opportunité autour de l'éducation. Aujourd'hui, des portes d'éducation sont ouvertes qui n'étaient pas ouvertes avant. C'est pour ça que dans nos écosystèmes, quand on entend de vieux débats qui disent que les universités ne sont pas ouvertes, les profs ne sont pas, alors qu'on a des milliers de contenus qui nous permettent d'avoir toutes les compétences qu'on veut, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a loupé. On a l'opportunité pour les entreprises de faire 2 choses très importantes, c'est de surfer sur le digital pour avoir une meilleure expérience de leurs clients et d'avoir une excellence opérationnelle interne. Aujourd'hui, le digital et la numérisation permettent en interne, dans les grandes entreprises, par exemple, qui sont assez lourdes sur certains process, d'aller très rapidement en automatisant le maximum, mais aussi dans la relation entre les entreprises et les clients, d'améliorer cette expérience. Mais tout ça sous la coupole de ce qu'on appelle digital, recherche de valeur par le numérique. Si on fait des activités sans rechercher de la valeur, on ne tire aucune opportunité de cet écosystème. Si on continue toujours dans les opportunités pour les gouvernements, aujourd'hui, vous voyez que notre président au Sénégal aime bien tweeter. Il utilise beaucoup les réseaux sociaux, les tweets et autres. C'est une opportunité qui est offerte de parler directement à un public qui peut-être n'aurait pas à regarder la télé, etc. Donc, il y a des opportunités de communication qui sont ouvertes. J'ai vu une fois dans un documentaire où quelqu'un disait que le paradigme a tellement changé que toute entreprise aujourd'hui est au minimum, et quand je dis entreprise, c'est petite start-up, etc., et même personne, au minimum 2 entreprises à la fois. L'entreprise du business qu'elle gère et l'entreprise de communication qu'elle est. Parce que toute entreprise maintenant a une chaîne Twitter, une chaîne YouTube comme vous, a un compte Instagram, etc. Donc, a la capacité d'avoir un réseau qui la regarde même plus que les chaînes et les médias qu'on connaissait conventionnellement. Donc, il y a énormément d'opportunités qui sont ouvertes dans l'agriculture, dans la santé, avec les technologies, etc. Mais tout cela, si les bases de recherche de valeur et, on va dire, l'envie de rechercher la compétence qui permet de tirer cette valeur-là sont là. Sans ces 2 éléments-là, je pense que c'est comme toutes les autres révolutions, ce sera juste une vague qui va passer et qui va laisser en rade tous les gens qui n'auront pas à le saisir. Donc, oui, opportunité, mais si on a envie de la saisir par la compétence à rechercher. D'accord. Donc, il y a des opportunités et vous avez parlé de comment on peut profiter de ces opportunités. Mais quand on parle d'opportunités et qu'il y a changement et que les gens viennent vers la chose, il y a forcément des aspects négatifs. Donc, quels sont les aspects négatifs que vous voyez en fait? Alors, les aspects négatifs. Ça me rappelle une question qu'une fois dans une université, je pense que j'étais allé dans une
soutenance, un parent d'élève m'avait posé, un vieux d'ailleurs, hein, qui n'était pas de la génération des transitions, et qui m'a posé la question à savoir, mais il paraît que le digital, les réseaux sociaux, c'est dangereux. Est-ce que vous pouvez me résumer pourquoi c'est dangereux? Et je pense que la réponse la plus responsable, c'est que c'est pas le digital. Par exemple, si je prends, pour parler au commun, à tout le monde, si je prends juste un pan du digital qui est très connu, les réseaux sociaux. C'est pas les réseaux sociaux qui sont dangereux, c'est ce qu'on en fait. Moi, ce que je dis, c'est que le digital, c'est un accélérateur. Et quand on parle d'accélérateur, c'est qu'il accélère tout ce qu'on y met. Si on y met de bonnes choses, si on fait avec le digital de belles choses, mais elles seront décuplées, accélérées. Si on fait de mauvaises choses, elles seront décuplées, accélérées. Et quand on utilise le digital pour faire de mauvaises choses, comme par exemple, les exemples les plus communs, c'est les réseaux sociaux, mais on a d'autres exemples. Hein. On a des exemples, par exemple, avec tout ce qui est fake vidéo. On utilise maintenant même des mauvaises vidéos, des vidéos fausses pour influencer des coups d'État ou des choses comme ça. Donc, il y a la possibilité d'accélérer des mauvaises choses. Ils ne sont pas à la source, mais ils sont des moteurs qui sont capables d'accélérer ces choses-là. Donc, il n'y a pas forcément de mauvais. C'est comme dans le monde, il n'y a pas de bon et de mauvais. Mais par contre, il faut savoir qu'on est dans un monde de forte accélération. Et quand on est dans un monde de forte accélération, tout ce qu'on fait de bon ou de mauvais est décuplé. D'accord? L'information fausse sera décuplée, le comportement faux sera décuplé, la fausse information sera décuplée. Je reviens juste sur quelque chose qui m'interpelle fortement. C'est la force, on va dire, du nombre et de l'aspect temps. Je donne un exemple, Wikipédia. Wikipédia est l'exemple type de quelque chose qui aurait pu être très dangereux parce qu'on laisse à chacun la possibilité de créer son contenu, d'accord? Et donc de donner, on va dire, sa compréhension d'une certaine chose avec peut-être tous les farceurs comme moi qui vont donner de mauvaises compréhensions. Mais on s'est rendu compte qu'avec le temps, il n'y a jamais eu une encyclopédie qui a eu autant de niveau de véracité que Wikipédia dans le temps. Donc, les autres encyclopédies qui s'est créées avaient des erreurs, mais Wikipédia a su corriger toutes ces erreurs par l'effet de nombre, donc l'appréciation des gens et leur correction. Donc, ça veut dire que si on laisse ce réseau puissant d'interconnexion se faire, par la force des choses, j'ai envie de dire, il y a plus de bons que de mauvais. Donc, à un moment donné, ça va s'autoréguler, d'accord? On ne peut pas dire que le digital soit mauvais. C'est un accélérateur. Et en ce sens-là, effectivement, il peut accélérer, mais dangereusement de mauvaises choses. Donc, là, vous avez parlé des aspects négatifs. Et comme ce parent d'élève qui vous a posé la question à savoir s'il y avait des aspects négatifs avec le digital, donc lui, je pense qu'il voudrait savoir comment est-ce qu'il pouvait faire ou comment est-ce qu'il pouvait aider son enfant à éviter ces aspects négatifs-là, à éviter de tomber là-dedans. Donc, quel conseil est-ce que vous lui donnerez ou vous nous donnerez à tous? Parce que nous aussi, on ne va pas tomber là-dedans. Quel conseil est-ce que vous nous donnerez pour qu'on puisse vraiment éviter cet aspect négatif-là? Alors pour moi, pour éviter les aspects négatifs, c'est comme dans la vie de chaque jour. Hein. Si on revient sur la définition, le monde digital est un accélérateur qui copie ce qui se fait dans la vie. Donc, si dans la vie, nous avons un écosystème qui est foncièrement négatif, il sera décuplé et accéléré dans l'environnement. Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens se plaindre du fait que nos enfants regardent plus les médias pour s'amuser, TikTok pour, etc. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans la vie réelle, peut-être qu'on passe dans nos sociétés plus de temps à nous amuser, à imiter qu'à faire autre chose. D'accord? Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que la base de tout, je pense que c'est l'éducation. Et une éducation sur la base de valeurs. D'accord? Donc, il faut, je pense, retravailler les valeurs autour de tout ça. Maintenant, vous me direz qu'on est dans un monde interconnecté où on voit le chinois, on voit l'indien, etc. Je pense que tout se résume à une chose, éduquer, éduquer, éduquer. Il ne faut pas attendre que l'enfant ait 20 ans pour lui apprendre ce qu'est le digital et ce qu'est le monde du numérique. Moi, je pense qu'à partir du jardin d'enfants, il faut qu'on commence à inclure dans nos écosystèmes le fait de ne pas leur tirer la tablette des mains en disant arrête de t'amuser, mais leur expliquer qu'il y a du contenu à la fois éducatif dedans, essayer de les habituer à s'en sortir dans ce monde qui s'impose à nous. D'accord? J'ai envie de dire, si tu me poses la question comment éviter les problèmes du numérique, c'est comme qui dirait comment est-ce que vous éduquez vos enfants avant de sortir dans la rue à éviter les problèmes qui se trouvent dans la rue. Mais vous sortez avec eux. D'accord? Vous leur montrez qu'il faut traverser comme ça. D'accord? Etc., etc. C'est exactement la même chose qu'il faut faire avec le digital. Il ne faut pas leur interdire de sortir et fermer la porte de la maison parce que le jour où ils sortent, ça va être un gros n'importe quoi. Ils vont se débrouiller, ils vont tomber plusieurs fois. Mais il faut sortir avec eux, faire des balades dans le net, d'accord? Essayer de mettre ce comportement-là dans le… Moi, je ne suis pas du tout, on va dire, de cette école qui pense qu'il faut retirer les tablettes des mains des enfants. Il faut savoir les contrôler parce que c'est le monde de demain. C'est comme la porte de la maison, il ne faut pas les interdire de sortir. Il faut aller avec eux jusqu'à ce qu'on essaie de leur inculquer des valeurs qu'ils pourront propager là-bas. Donc, il n'y a pas de leçon qui s'applique strictement au digital et au monde du numérique qui ne s'applique pas ailleurs, d'accord? Il faut donner des valeurs, il faut suivre ce que les gens font. Donc, je parle des enfants parce que c'est la couche la plus sensible, mais c'est valable aussi pour les grandes personnes qui viennent, on va dire, de se confronter au monde du numérique.
Aujourd'hui, je vais donner un exemple qui ne plaît pas peut-être, mais quand on vient de nos zones rurales et qu'on doit s'adapter aux zones urbaines, il y a certaines choses qu'il faut changer. On est assez regardant. Les gens pensent même que les gens des zones urbaines sont beaucoup plus méchants. Et ça, alors qu'on est beaucoup plus gentils et accueillants dans les zones rurales. Donc, vous voyez cette adaptation-là. C'est la même adaptation que quelqu'un qui ne connaissait pas le digital et qui est assez mature, qui tombe dans le monde du digital, ben, il se rend compte que c'est un monde où on rencontre des caïmans, on rencontre n'importe quoi. Il va se blesser aussi, mais il faut qu'il soit vigilant et qu'il mette ses valeurs en avant. Donc, il faut toujours mettre ses valeurs en avant, savoir qu'on est dans un monde de l'accélération et surtout qu'on est dans le monde du terrain. Je pense qu'au Sénégal, on connaît bien le phénomène des VAR. Hein, nos politiciens connaissent bien ça. Ce qu'on dit reste. Et des fois, même à notre insu, il est très difficile d'enlever cette empreinte numérique. Donc, il faut vraiment savoir faire attention plus que dans le monde du numérique, le monde physique, faire attention dans le monde du digital. Donc, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de façon clé. Il ne faut pas fermer la porte, surtout pas. Il faut apprendre. Et autant que possible, là, aujourd'hui, pour nos enfants à nous, il faut apprendre tôt. Et pour les grandes personnes, il faut savoir les accompagner et surtout les éduquer par les canaux que vous avez aujourd'hui. Discuter avec eux. J'aurais aimé que ça se fasse en Wolof aussi. J'espère que la prochaine fois, ça se fera en langue vernaculaire. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas assez de contenu dans nos langues locales. Je donne un exemple très simple. Vous tapez n'importe quoi sur YouTube, comment je fais je sais pas moi, comment je dévisse ma table, etc. Vous avez un tutoriel, quelqu'un de très sympathique qui l'a partagé. Essayez de retrouver ce tutoriel-là en Wolof. Combien de mécaniciens font des tutoriels sur comment je dois vidanger ma voiture? Pourtant, c'est possible. Aujourd'hui, ils font beaucoup de WhatsApp, ils font beaucoup de vocales. Il suffit de leur montrer comment on fait un tutoriel sur comment je fais la vidange. Ils le font en Wolof, comment je dévisse. Je pense qu'il faut qu'on pousse des contenus comme ça. On a la chance, moi je trouve que c'est une chance d'avoir une tradition très orale. Donc, il faut que notre digital, vous avez compris que c'est lié au contexte, et je ne vais pas m'étendre sur le fait que lorsque quelque chose est lié au contexte, c'est qu'il est assez particulier par région, par zone. Donc, notre digital n'est pas le digital des Européens. Donc, notre digital, on doit le construire avec nos valeurs. On doit le construire avec nos habitudes et avec nos forces. D'accord? Donc, pour moi, effectivement, ce qui est important, c'est de savoir accompagner l'écosystème. Et ben, l'écosystème, c'est un aspect pluriel. C'est des enfants, c'est des jeunes, c'est des gens qui connaissent, c'est des gens qui connaissent moins, etc. Et cet écosystème-là, en l'accompagnement, on peut arriver à ce terme digital-là, qui veut dire recherche de valeur par le numérique. D'accord. Donc là, c'est un peu plus facile pour la génération digitale native. Mais pour la génération qui ne connaissait pas avant, comment est-ce que… Là, on parle de transformation digitale. Donc, si on veut arriver à cette transformation, il faudrait vraiment que les gens se tournent vers les métiers du digital. Comment est-ce que vous pensez qu'on devrait faire pour vraiment virer les gens, par exemple, les gens qui viennent d'avoir le baccalauréat, à aller vers ces métiers du digital? Alors, ça, c'est une question très… Alors, je ne sais pas si ça rentrera dans le format de ce que vous voulez. C'est une question très compliquée qui, d'après moi, mais très importante, qui, d'après moi, doit être traitée à plusieurs niveaux. Le terme transformation digitale, que je n'aime pas, hein, pour moi, ce que je préfère, c'est, on va dire, réaction à la rupture digitale. Parce que quand on dit transformation, c'est qu'on a le temps de se changer. Non, on est en face d'un tsunami digital. Et avec le Covid, le tsunami, je ne sais pas comment on mesure la puissance des tsunamis, mais le tsunami a multiplié par 10 sa vitesse. D'accord? Le digital est venu faire une rupture. On s'est rendu compte, par exemple, que au niveau des écoles, je donne un exemple très simple. Quand il y a eu le Covid, on s'est rendu compte très tôt des gens qui avaient des capacités et facilités digitales et donc qui ont pu continuer leur cours et d'autres qui étaient en rade carrément. Il y en a même qui ont lâché, qui ont dit on attend le gouvernement, on ne peut plus rien faire. Donc, c'est juste pour dire qu'on n'est plus dans une transformation simple. On a une rupture en face de nous. Comment on en tire profit? Et votre question, c'est comment on tire profit de cette rupture-là? Alors, pour moi, il y a plusieurs niveaux. On va essayer de faire une analyse très simple. On va commencer par la personne et on va arriver par le niveau qui, d'après moi, est le plus haut, qui est on va dire nos États et nos gouvernements. Parce qu'à chaque niveau, le digital, cette rupture-là agit. Au niveau de la personne, on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il faut que les gens sachent que des portes qui n'ont jamais été ouvertes sont ouvertes aujourd'hui. En termes d'interaction, on est en train de parler comme si on était en face alors qu'on est à des kilomètres. En termes de recherche de savoir, aujourd'hui, je ne sais pas toi, mais moi, alors, j'ai retrouvé toutes mes anciennes passions. Je suis des cours de tout, de dessin, de cuisine, n'importe quoi. Et des fois, c'est un Chinois qui m'apprend, un Indonésien. Alors qu'avant, quand j'étais jeune, quand j'avais un correspondant français ou italien pour échanger, savoir comment ça se passe, tu vois, je lui écrivais une lettre 10 jours après, il m'écrivait, après c'est passé par les mails. Donc ça a changé nos interactions en tant qu'être humain. Aujourd'hui, je parle aux jeunes qui ont envie de découvrir d'autres cieux. Et ça, c'est tout à fait normal. Hein. À un âge très jeune, on a envie de voir ailleurs. Moi, je n'imaginais pas rentrer dans Google Maps et faire le tour de Paris tranquillement, d'accord? Et de regarder. Je n'imaginais pas ça. Mais c'est une possibilité. Donc, on a la possibilité de faire des loisirs comme on le veut. Mon fils, par exemple, qui aime bien jouer, des fois, quand je le vois connecté, il est sur leur Fortnite, des choses comme ça.
mais il a plus d'amis maintenant qui sont au Canada, aux États-Unis, etc. Il parle un peu toutes les langues, n'importe quoi. Bon, il parle, il essaie d'échanger. Mais tu te rends compte que l'interconnexion humaine est encore plus forte. Il se donne rendez-vous à certaines heures avec quelqu'un qui se trouve dans une campagne française ou dans une campagne allemande, etc. Et ils sont en train de jouer Fortnite comme s'ils étaient en face. Donc, les liens entre êtres humains sont très forts. Et il en tire de la valeur maintenant. Il faut pas en faire trop, mais il y a cette valeur-là. Aujourd'hui, en tant que personne, on est capable, et je reste toujours sur le niveau personne, alors ça va être très long, désolé, mais en tant que personne, aujourd'hui, on est capable de partager, si c'est partager qu'on a envie de faire, tout ce qu'on sait, parce que ça, c'est dans l'essence de la personne. Les personnes qui aiment cuisiner leur tchéboudion peuvent mettre juste une petite caméra et montrer au monde entier comment on fait un tchéboudion. Mais au-delà de partager, on peut monétiser. Donc, toute personne a la capacité aujourd'hui, bien que, on va dire, la réglementation ne suit pas encore, toute personne a la capacité aujourd'hui de créer son propre business en partageant juste les compétences qu'il a. D'accord? Je sais cuisiner, je sais coudre, je sais coller deux choses. Alors, il ne faut rien minimiser. Tout est partageable, d'accord? Donc, à l'échelle de l'être humain, c'est des portes qui n'ont jamais été ouvertes en termes d'éducation, d'échange, de spiritualité, tout ce qu'on veut qui sont ouvertes. Je vais en rester là pour pas être long. Je passe au niveau entreprise. Au niveau petite entreprise, il y a quelque chose qu'on appelle start-up et je vais en profiter parce que moi, j'aime bien les définitions. Je vais en profiter pour revenir sur cette définition parce que c'est très important. Souvent, on confond le start-uping et une petite entreprise. C'est faux, hein? Une start-up n'est pas une petite entreprise. Il y a de très grosses start-up qui existent. Par contre, pour faire court, toute la définition du mot start-up qui est très lié au digital est dans son nom, start-up. Comme on est dans un monde du digital, donc un monde de recherche de valeur par le numérique, on recherche. Et qui recherche la valeur, recherche en entreprise ce qu'on appelle un business model. Parce que le business model, c'est quoi? C'est comment je capture de la valeur. Donc, une start-up, bien collée au monde digital, la valeur revient toujours, c'est comment est-ce que je vais rechercher un business model qui me permet de créer de la valeur. Donc, le start-uping, ce n'est pas une entreprise qui connaît déjà son business model comme une boulangerie, par exemple. On sait qu'une boulangerie, on fait du pain, on la vend. Une start-up, elle rentre dans le monde souvent numérique et elle dit comment je capture de la valeur, comment j'en crée. Donc, si vous n'êtes pas dans la recherche de valeur, vous n'êtes pas dans le start-uping, même si vous êtes petit. Par contre, si vous êtes dans la recherche de valeur, même si vous êtes gros, ben vous restez une start-up. Facebook est longtemps resté une start-up parce que Facebook ne savait pas comment capturer la valeur. Twitter est longtemps resté une start-up parce que Twitter ne savait pas quel est son business model. Par contre, la boulangerie qui est à côté ou le tailleur qui est à côté, même s'il est petit, mais il n'est pas une start-up parce qu'il ne cherche pas un nouveau business model. Et donc, dans cette recherche de business model, on est dans le niveau start-up. Mais dans le niveau start-up, on s'est rendu compte, je ne vais pas faire le résumé parce que sinon, ici, je vais être très long, de tout ce que le digital offre aux start-up. Si le digital n'existait pas. Quand je dis digital, on a compris que c'est l'écosystème de capture de valeur, le start-uping n'existerait pas. Donc, un grand pan de ce que sera notre industrie de demain n'existerait pas. D'accord? Et quand j'entends numérique, je parle par exemple des imprimantes 3D, des Fab Labs, toutes ces choses-là qui permettent de prototyper très tôt de petites choses, si ce n'était pas possible, si le digital n'avait pas permis avec très peu d'argent de faire ces choses-là, je pense que beaucoup de petites entreprises de 2-3 personnes n'auraient jamais essayé de faire ces prototypes et d'essayer d'apprendre. Parce que si on ne peut pas faire un petit prototype, mettre un peu d'argent, on ne s'essayera jamais à apprendre ça. D'accord? Donc, les sandbox, les bacs à sable là, qui nous permettent de jouer pour faire tester des business models, le digital les a rendus possibles. On monte d'un cran. Les grandes entreprises. Les grandes entreprises qui, par contre, elles, commencent à être bipolaires avec le digital, il faut le dire. Parce que les grandes entreprises, c'est des gens qui ont eu des succès pendant longtemps. C'est des gens qui sont addicts au succès. Et ce qu'on dit souvent, c'est que le premier frein à la transformation digitale de ces entreprises-là, c'est leur succès antérieur. C'est parce que beaucoup d'entreprises faisaient d'une certaine façon, ça a toujours marché comme ça. Quand la rupture digitale est arrivée, réflexe, ils ont dit, on fait ce qu'on a l'habitude de faire, ça marchera peut-être. Et ça, c'est arrivé à Kodak. C'est arrivé à tous les exemples que vous connaissez qui sont faits disrupter par des gens comme Uber, par des gens comme Airbnb, etc. Il paraît que le gars de Airbnb, par exemple, avant de lancer Airbnb, il était allé voir le directeur, je pense que c'est une grande chaîne, genre les Hilton, etc. Il lui a dit, est-ce qu'on peut pas faire une joint venture? Il a dit, mais tu es malade. Quelqu'un qui veut louer les chambres de chez les gens, moi, grand hôtel. Aujourd'hui, Airbnb, il n'a pas d'hôtel, et pourtant, il dépasse tous ces gens-là. Tout ça pour dire que une certaine bipolarité existe dans les grandes entreprises qui ont longtemps marché, qui sont assez lourdes, et donc qui ont une bonne expérience de comment optimiser un business model, mais qui ne savent alors là pas du tout comment chercher un nouveau business model. Et ils sont en face d'un monde qui leur impose, pour tirer de la valeur, de rechercher des choses. Ils ne savent pas du tout. Eux, ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est de mettre beaucoup d'argent et que ça sorte. Alors que dans la recherche de business model, dans ce monde digital, il faut savoir mettre de petits coups, mais des milliers de petits coups, et il y aura un coup qui va être la startup en interne. Donc, vous vous rendez compte qu'au niveau des grandes entreprises qui étaient assurées d'avoir
en mettant la planche à billets et beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup de choses. Là, on a une certaine bipolarité. Comment on fait? Ce qu'on faisait avant marche moins, on ne sait pas. Est-ce qu'on ferme les yeux, on avance? Est-ce qu'on s'en sortira, etc. Donc, ça, c'est le niveau entreprise. Donc, la transformation digitale d'une entreprise qui se résume à comment est-ce que je vais tirer de la valeur du numérique est une question importante qui je pense, qui crame beaucoup d'argent dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup de consultants se font énormément d'argent, tournent en rond avec des stratégies digitales qui marchent pas, etc. Parce que c'est compliqué. Et donc, c'est un gros challenge pour une grande entreprise de pouvoir toujours faire tourner son business avant et d'arriver aujourd'hui à faire une transformation qui lui permet de répondre à cette petite concurrence asymétrique de petites entreprises. Et le dernier niveau, c'est les États. Qu'est-ce que les États vont faire dans ce digital-là? Parce que les États ont un rôle important, surtout dans nos écosystèmes africains. On attend beaucoup, surtout en termes d'inclusion des États. Les États doivent donner le tempo et réguler, ne pas trop enfermer les gens pour que la créativité puisse naître. En termes de régulation, on est très en retard. Donc, il y a un gros challenge aussi sur ce niveau-là, d'accord? Qu'est-ce que je dois réguler? Qu'est-ce que je dois permettre de tester? J'ai vu toute la dernière fois que le Rwanda avait, par exemple, en termes de réglementation, desserrer les vis dans certains domaines pour permettre aux gens de tester des choses sans les réglementer et attendant que ça donne quelque chose. Ces gens-là ont compris que dans le monde du digital, il ne faut surtout pas penser comme avant avec des politiques pluriannuelles de choses dites, etc. Non, il faut être agile même dans le gouvernement. Agile, ça veut dire quoi? Itérer les mêmes choses et incrémental, avancer pas à pas. Donc, le digital, il transforme la personne, il transforme les petites entreprises, il chamboule les grandes entreprises et il met un gros défi sur les États. D'accord? Et le monde de demain sera un monde qui mérite d'être vécu avec tous ces changements à venir. Merci beaucoup pour vos réponses que vous avez données. On a beaucoup appris, vous avez donné beaucoup de définitions, on a beaucoup aimé. Et je sais que vous n'avez pas fini, il y a beaucoup de choses que vous vouliez dire. On vous a pas permis de faire ça. Et on a dépassé le temps. Donc là, j'imagine. Je vais vous laisser donner vos derniers mots et nous donner des conseils. Alors, mes derniers mots, et je pense que je vais m'adresser à tous vos internautes, je pense qu'ils sont d'une population qui constitue l'espoir de notre continent et même du monde, parce que, comme je vous ai dit, on est très interconnectés. Dans le monde, et on peut se permettre de le dire maintenant parce qu'on l'a défini, dans ce monde digital, qui connaît déjà cette rupture qui est en cours, des portes qui n'ont jamais été imaginées pour nous sont ouvertes aujourd'hui. La clé de ces portes-là, c'est deux choses. Le savoir, qui est très important, qui est disponible, et la détermination d'aller le chercher. Ce que je demanderai à la population qui vous écoute, de tous vos internautes qui peut-être sont de votre âge ou plus, c'est qu'il ne faut surtout pas penser que c'est facile. Le digital ouvre des portes, mais ces portes-là sont des challenges qui demandent beaucoup de détermination et de recherche de savoir permanent. Il faut, je pense, et ça, tout le monde l'a compris avec ce que nous venons de vivre dans cette année 2020 assez compliquée, il faut toujours avoir l'humilité de se dire que je n'ai même pas franchi le millième de ce que je peux faire. Donc, j'invite tous les gens à profiter de toutes ces opportunités dont on a parlé dans les minutes précédentes pour accroître le seul potentiel qui, d'après moi, est important pour l'être humain, c'est le savoir. Je demande à tous les jeunes aujourd'hui d'utiliser toutes les secondes de leur vie à rechercher le savoir par le pouvoir que le digital offre aujourd'hui. L'espoir que j'ai, et ça j'y crois fortement, parce que je pense que nous avons quelque chose de spécial, ou nous avons une résilience assez spéciale. L'espoir que j'ai, c'est que la seule chose qui soit monnayée dans le monde à venir, qui est l'intelligence, puisse résider dans notre écosystème. Et on a le potentiel de le faire. Il faut juste ce changement de paradigme-là, de se dire que le pouvoir est dans le savoir et que le savoir est à portée. Donc, on doit tous se réunir vers cette recherche de savoir. Je pense que le seul mot, j'en ai énormément d'autres à dire, mais c'est le mot qui me tient à cœur. Cette génération doit être, au-delà de la génération des digital natives, la génération du savoir. Donc, ruez-vous vers tous les savoirs et de grâce, changez cet écosystème qui veut que nous soyons toujours des suiveurs. Faites le pas qui nous permet de retourner à la base que nous connaissons, nous, terre, mère africaine. C'est les gens qui posent le là dans le monde de demain. Décidez aujourd'hui d'être les premiers dans ce monde de concurrence forte pour nos générations et pour les générations à venir. Voilà ce que je voulais partager très rapidement.
C'est un très bon conseil et j'espère que ceux qui nous regardent vont profiter de ça et garder ça dans leur tête. On vous remercie beaucoup pour avoir répondu à l'invitation. C'est un honneur. C'était un plaisir. J'aimerais le dire ici, tous ceux qui vont profiter de Wartal ne devaient pas juste vous remercier pour être venus, mais ici aussi, ils devaient vous remercier pour la création de Wartal. Parce que la première personne à qui j'ai parlé du projet, et vous savez ce qu'il m'a dit? Je te soutiens à 200%. En fait, cette phrase, je ne l'oublierai jamais parce que c'est une phrase qui a été très importante pour moi et qui m'a bien poussée à créer Wartal. En fait, Wartal, c'est juste un projet que j'avais écrit dans mon bloc-notes. Juste comme ça. J'avais écrit ça et j'avais laissé ça là-bas. Donc, un jour, moi, j'étais en stage avec lui. J'apprenais beaucoup de lui. J'apprenais tous les jours, de toutes nos discussions, tous les jours. Donc, le jour-là, il était là à nous dire ce que nous, on pouvait devenir et voilà, quoi. Donc, moi, je lui ai montré le projet et il m'a dit, vas-y, force, je suis à 200% avec toi. Et là, il m'a donné la force qu'il fallait pour pouvoir aller faire des recherches et vraiment créer la chaîne YouTube. Donc, merci à lui. Merci à toi. Et toutes les personnes qui ont profité de Wartal, vous devez le remercier parce que c'est grâce à lui. Merci à vous. Merci. Et on pense que peut-être un jour, on vous aura encore comme invité pour parler d'autres choses parce que vous avez beaucoup de choses à dire. On n'a pas eu le temps. Vous prenez le risque d'inviter un grand bavard. Merci beaucoup. Merci pour cette initiative et ce temps de parole et que Dieu vous garde. J'espère que vous avez bien aimé et que vous en avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez ça en commentaire. Et vous pouvez aller sur Twitter, vous abonner sur Instagram et poser vos questions en bas. J'espère qu'il vous répondra. That was your Fab General here. So, bye.